Bonjour à tous. Donc nous allons vous parler du train dans le futur et donc à la SNCF comment se matérialise ce futur. Donc vous avez déjà un bout de la motrice de ce futur TGV et on va vous expliquer toute la démarche que l'on a menée côté marketing. Donc Florence qui est avec moi, qui est le chef de projet marketing du projet TGVM, va vous expliquer comment on a imaginé les besoins, quelles étaient les fonctions que l'on devait mettre dans ce nouveau TGV. Et moi-même, David Goerès, chef de projet du TGVM, donc plutôt côté technique, vous présenter les nouvelles méthodes de travail avec le constructeur, ce qu'on a appelé le partenariat d'innovation, donc un duo constructeur SNCF pour développer ce nouveau train très innovant et vous présenter quelques innovations que l'on a embarquées sur ce nouveau TGV. Donc je passe la parole à Florence qui commence cette présentation. Merci David. Alors, on va commencer par un petit retour en arrière. En 2017, quand on a commencé tous à travailler sur le plateau ensemble avec Alstom, on a essayé de voir d'abord ce que les Français souhaitaient avoir dans ce nouveau train, qu'il fallait se projeter en 2024 et au-delà, parce que le train il va durer 30 ans. Donc en 2017, les Français consommaient déjà autrement. On l'avait bien vu, Uber contre le taxi. La Poste était déjà moins active, elle est encore moins aujourd'hui. Airbnb avait un franc succès face aux hôtels qui découvraient en fait qu'ils vendaient moins de chambres. C'était plus la mode de Netflix que la mode de ceux qui s'assiedent devant le canapé et qui attendent 20 heures avant de voir le film. Pareil, on avait de moins en moins d'étagères chargées de CD, mais plus de musique sur nos téléphones. Enfin bref, tout changé dans les modes de consommation. Donc on s'est aussi rendu compte que côté TGV, il fallait aussi qu'on évolue. C'est-à-dire on savait que TGV était bien dans le quotidien des Français, il était très ancré, il faisait partie de la vie française et il représentait bien la France. C'était aussi à l'image à l'étranger, c'était un vecteur d'image. On sait aussi que le TGV, historiquement, depuis son lancement dans les années 80, donc il y a 40 ans, avait grandement participé au développement économique des autres villes, tout autour de Paris et au-delà de Paris, avait raccourci la France, tout était beaucoup plus proche et tout le monde en profitait largement. On sait aussi que TGV était une énorme innovation qu'on a largement mis en avant auprès de l'étranger, tant SNCF, mais aussi Alstom. Et donc tout ça, c'était une grande gloire et on était tous fiers. Également, TGV est aussi le synonyme de l'accessibilité, pas seulement l'accessibilité PMR, UFR, comme on parle aujourd'hui, mais aussi l'accessibilité pour tous, c'est-à-dire que tout le monde était capable de voyager à grande vitesse dans un autre pôle économique français, et un lien social aussi pour aller retrouver sa famille. Tout ça, c'était bien ancré, tout le monde s'en souvient, et c'était devenu quelque chose de tout à fait naturel. Et c'est justement ça le problème, c'était devenu quelque chose de naturel, de donné, d'acquis, et donc les gens commençaient ça commençait à prendre un peu de poussière, tout ça. Et donc l'objectif de TGV 2020, TGV M, c'était d'aller un peu au-delà, de voir comment devait être TGV plus tard. En plus, en parallèle, on sait très bien, parce que dans tout ce temps-là de réflexion, c'est des études, bien sûr, qu'on a faites, mais c'est aussi de la consultation auprès d'autres entreprises, d'autres modes de transport, et des étudiants qui, eux, étudiaient justement à préparer l'avenir. Donc, on voulait avoir aussi leur ressenti des choses. Et parmi les autres entreprises, il y a aussi, bien sûr, l'automobile, qui est le concurrent numéro 1 du ferroviaire. Donc on dit bien sûr que le ferroviaire, aujourd'hui, c'est bien aussi dans les esprits, le ferroviaire est un mode de transport économique, le ferroviaire est un mode de transport qui aussi préserve la planète. La voiture, c'est un peu la méchante, mais néanmoins, on est quand même tous à utiliser la voiture énormément et ça reste le premier mode de transport. Et en plus, cette voiture, elle évolue très vite, encore plus vite que le train en techno, et un jour, elle sera autonome. On ne se pose plus la question, et est-ce que ça va exister les voitures autonomes? C'est carrément... déjà en 2017, on savait que ça viendrait. Et le premier réseau sur lequel les voitures vont devenir autonomes, c'est l'autoroute. Et l'autoroute, c'est directement notre concurrent, TGV. Parce qu'une fois que les voitures sont autonomes sur l'autoroute, eh bien, on a les mêmes activités que dans le train. Donc il faut savoir comment on peut attirer nos clients dans le train.
Donc on a choisi d'être l'inspirateur de la mobilité. Alors, on n'a pas inventé ces termes tout seul, en fait, c'est suite à une étude auprès des Français qui ont dit comment imaginez-vous la SNCF plus tard? Eh bien plus tard, la SNCF, on voudrait qu'ils inspirent la mobilité, qu'on devienne le moteur, qu'on ne dorme pas sur nos lauriers, justement, qu'on soit totalement innovant. Et donc c'est ce qu'on a cherché sur ce TGVM. Et on a créé plus de place. On a compris qu'il fallait vraiment de la place pour les clients, de la place à soi autour du siège, mais aussi globalement de la place dans tous les espaces. Le train, c'est le dernier mode de transport dans lequel les clients ne sont pas verrouillés à leur siège. Donc il faut vraiment mettre ça en avant et inciter les clients à utiliser absolument les 200 mètres qu'on va utiliser pour les transporter. C'est un petit village sur roue qui roule à 320. Et ce petit village, vous avez accès à tout, aux plateformes, aux toilettes, bien entendu. Il n'y a pas de toilettes dans les voitures, aux bars et aussi à tous les espaces intermédiaires. Donc profitez-en. TGVM offrira plus de confort dans chaque espace. Donc c'est ce que je disais, on s'est appliqué sur le siège, mais on s'est appliqué aussi aux autres espaces. Donc les plateformes, même les couloirs de circulation, le bar, tous ces espaces-là, et même les toilettes. Je vous avoue qu'on a énormément travaillé sur les toilettes, on sait que c'est un point faible chez nous, donc on a fait des gros efforts, on a vraiment poussé les murs pour avoir plus de place et pour avoir un espace plus facile à nettoyer et aussi plus ergonomique pour tous. Donc vraiment, il faudra visiter entièrement ce train quand vous le découvrirez. N'hésitez pas à arpenter les couloirs, évadez-vous aussi dans ce train. Et j'en parlais, le bar, oui, le bar, c'est vraiment pour nous un peu le clou du spectacle. C'est là où l'expérience client atteindra, je pense, son summum. Mais là, je ne peux rien vous en dire, ça sera vraiment la surprise. On sera aussi plus écologique, ça on en parlait. Déjà, le train par nature est plus écologique, mais on va aller encore plus loin. Et ça, c'est David qui en parlera plus en détail pour dire comment on a réussi à le faire. Et je passe justement la parole à David. Donc Florence vient de présenter un peu finalement l'état des lieux des transports de voyageurs dans les années 2015, au moment où on lance le partenariat d'innovation. Donc moi, je vais vous présenter finalement déjà comment on s'est mis dans un état d'esprit pour innover et faire quelque chose de différent. Ça fait 40 ans que l'on fait du TGV, et là on avait vraiment besoin de se renouveler, comme le dit Florence. Donc, déjà, pour commencer, il faut faire une petite histoire du TGV à la SNCF. Ça a commencé en 81, vous le connaissez tous, c'est le TGV Sud-Est. C'est lui qui pose les bases de l'architecture TGV. Un TGV, c'est quoi? C'est deux locomotives, qu'on appelle des motrices, qui encadrent un tronçon voyageur indéformable, donc qui est composé, dans le cas du TGV Sud-Est, de 8 voitures. Donc ça, c'est les années 80. Dans ces années-là, on était en co-conception avec les constructeurs. C'est-à-dire que la SNCF prenait part aux études. Et c'est le constructeur qui industrialisait le produit, mais on participait aux études. Et donc vous allez voir que dans ces années 90, il y a eu énormément d'innovations sur les TGV. Donc 81, le premier TGV, on était les premiers à circuler sur 500 km à des vitesses supérieures à 250, donc ça a été 260, 270 puis 300 km/h, avec l'arrivée des TGV Atlantique au début des années 90. Donc le changement, c'est au niveau de la motorisation et c'est l'introduction de l'informatique dans le contrôle-commande. Les TGV Atlantique et les TGV Réseau qui ressemblent, le TGV Atlantique a 10 voitures, le TGV Réseau n'a que 8 voitures voyageurs, autrement c'est à peu près la même rame. Et donc c'est changement de motorisation et introduction de l'informatique. Donc ça roule à 300 km/h. Dans les années 90, 95, c'est la sortie du TGV duplex. On a produit des TGV un niveau jusqu'à la fin des années 90. Donc on s'aperçoit qu'un cycle de matériel, c'est à peu près 20 ans. Vous allez voir, c'est la même chose pour le TGV duplex. Les premières TGV duplex, c'est en 95. On l'a décliné, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire évoluer ce concept, mais on est resté dans les années qui ont suivi sur ce même modèle de TGV duplex. On a fait le TGV Post, donc là c'est la nouvelle motorisation des années 2000, c'est la motorisation que l'on a utilisée jusqu'au TGV Océane. C'est-à-dire que les TGV Océane, c'est la même motrice que le TGV Post dans les années 2000. Donc le TGV Post, dans la fin des années 90, début des années 2000, le TGV s'exporte en Europe. C'est-à-dire que nos trains SNCF franchissent les frontières. Fin des années 2000, c'est l'arrivée de Ouigo. Donc le concept TGV duplex,
on propose une gamme low cost. Donc on fait évoluer les aménagements intérieurs. Le train en lui-même, ça reste un TGV duplex. Et puis, dans la fin des années 2010, cette fois, on arrive avec l'Euroduplex, les rames Océane. Et donc c'est toujours le TGV duplex. Donc là, on arrive finalement 20 ans après la conception de la sortie du premier rame duplex, on arrive sur une fin de cycle. Et nous, le TGVM, c'est 2015. On s'aperçoit que c'est 20 ans un cycle. Et donc, il faut créer une rupture. On a réussi à faire vivre nos rames TGV, mais on a identifié des points faibles. Elles ne sont pas prévues pour s'adapter à un marché qui bouge vite, comme vient de l'expliquer Florence. Et donc, le maître mot de l'état d'esprit qu'on a pris pour concevoir ce TGV, c'est on a dit c'est pas le plus fort de l'espèce. C'est Darwin, une citation de Darwin. C'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, c'est celui qui sait le mieux s'adapter. Et donc TGVM, il s'appelle M parce qu'il est modulable, c'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter aux besoins. On est capable de le faire évoluer très très vite si jamais le marché change. Et ça, c'était un point faible de nos TGV. Donc, pour synthétiser tout ça, le contexte du TGVM, quand on arrive en 2014, quand on va lancer l'appel d'offres, on a besoin de renouveler notre parc. C'est-à-dire qu'on a nos parcs de TGV 1 niveau qui arrivent en fin de vie. Il faut les remplacer. On a un modèle économique TGV qui est fragilisé. Les coûts des péages, la concurrence, les modèles low cost, car, aviation. Une capacité, comme je vous l'ai dit, d'adaptation réduite. Un TGV, c'est 2 motrices et 8 voitures voyageurs. Et c'est difficile de les faire bouger. Quand on a voulu faire les rames Ouigo, transformer des voitures de première en voitures de seconde, ça a été très très compliqué. Et donc ça, c'est des choses qu'il fallait qu'on prenne en compte pour faire évoluer notre concept. Comme l'a dit Florence également, besoin de renouveler l'attractivité du TGV, donc proposer des services aux clients nouveaux et qui se démarquent de la concurrence. Et enfin, dire, bah voilà, nos concepts de TGV duplex, ils ont 20 ans, on connaît leurs points faibles, on a des retours d'expérience, on connaît leurs points forts, donc on va miser sur leurs points forts, et l'outil de production, les innovations que l'on a, l'avancée technologique va nous permettre de progresser sur leurs points faibles. Et donc, la feuille de route que le président, enfin qui n'était pas encore président à cette époque, qu'Emmanuel Macron nous avait donnée, c'est il faut reprendre une longueur d'avance vis-à-vis des autres transporteurs. Donc pour ça, il fallait changer de méthode. C'est-à-dire que, je vous ai expliqué, dans les années 80-90, on était co-concepteur des trains. Dans les années, fin des années 90, début des années 2000, les règles de concurrence en Europe nous ont dit bah non, il faut lancer un appel d'offres. C'est-à-dire que la SNCF, les exploitants ferroviaires ne doivent plus construire les trains, ils sont là pour les exploiter. Donc ils doivent lancer des appels d'offres européens et les constructeurs y répondent. Et c'est ça qui a été, de notre analyse, un frein à l'innovation. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc créer une rupture. Il faut créer une rupture. Donc créer une rupture, c'est comment? C'est changer de méthode de travail, changer l'état d'esprit des équipes. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire des ruptures. C'est-à-dire qu'on sait faire du TGV, ça fait 40 ans qu'on en fait, mais il faut qu'on fasse quelque chose de différent. Donc il faut qu'on change l'état d'esprit. Et l'objectif, comme on vient de le voir, c'est concevoir un train innovant et surtout économiquement viable. Il faut vraiment, c'est la dimension économique qui est très importante dans un domaine très concurrentiel. Et donc, pour y parvenir, donc les règles européennes début des années 2000 nous ont imposé de faire des appels d'offres européens. Et on a dit, bah là, c'est un frein à l'innovation. Donc, 2014, les politiques européennes nous sortent un nouvel outil qui s'appelle le partenariat d'innovation. Je vais essayer de vous expliquer très très rapidement comment ça fonctionne, mais ça a tout changé. Comment ça fonctionnait depuis les années 2000 ? La SNCF ou l'exploitant ferroviaire a besoin d'un nouveau train. Il écrit un cahier des charges, il spécifie ce train, il dit voilà, ce train il doit faire telle et telle fonction. Une fois que j'ai décrit ça dans des documents, je lance un appel d'offres et les constructeurs vont y répondre. Et les constructeurs, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire bah voilà, telle et telle fonction, je suis capable de les faire, je vais les faire. Et donc on prend le mieux disant, celui qui nous fait la rame, le meilleur compromis technologique, économique, etc. Mais sauf qu'on a déjà décrit le train. C'est-à-dire que nous, SNCF, on a dit ce qu'on voulait. On a déjà tout figé. Et donc, on ne peut pas innover. Après, c'est assez classique. Une fois qu'on a sélectionné le constructeur, il construit les rames, il les industrialise, on fait les essais d'admission, on met la mise en service commercial. Et voilà. Ça, c'est comment ça fonctionnait avant. Le partenariat, ce qui va changer, c'est toute la partie en amont de la signature de la commande des rames.
Donc on enlève ces deux parties-là. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est nous, transporteurs, nous, exploitants ferroviaires, on dit, on fait une étude de marché, on fait une étude de nos besoins. Qu'est-ce que ce train, on veut qu'il fasse? Et si on détermine que finalement, on veut des innovations, des innovations, par exemple la capacité, on veut augmenter la capacité, on veut réduire la consommation d'énergie, on identifie des objectifs d'innovation, c'est-à-dire des objectifs qui n'existent pas sur les trains des constructeurs ferroviaires. Et donc à partir de là, une fois qu'on a identifié que le train que l'on veut, il n'existe pas, eh ben, on a le droit de lancer la procédure de partenariat d'innovation. Donc qu'est-ce qu'on fait? On décrit dans une expression de besoin, on n'écrit plus le train que l'on veut, on décrit les objectifs que l'on souhaite atteindre. La capacité, la réduction d'énergie, le prix de la rame, son coût de maintenance, etc. Je détaillerai après les principaux objectifs d'innovation du TGVM. On lance un appel d'offres et on choisit les constructeurs sur leur capacité à atteindre cet objectif. C'est-à-dire qu'on note les constructeurs en disant, on regarde leur carnet d'innovation et on dit finalement quel est celui qui a les innovations qui vont permettre d'atteindre les objectifs. Une fois qu'on l'a sélectionné, et c'est ça qui est très important, c'est qu'on va rentrer dans la phase de spécification. Et au lieu que ce soit SNCF qui décrive finalement les fonctions qu'il veut dans son train, c'est SNCF et le constructeur qui vont se mettre ensemble pour décrire l'architecture du futur train et de prendre les risques en commun. C'est-à-dire que quand on décide que l'on veut installer, on veut mettre une innovation dedans, mais que cette innovation n'a pas le niveau de maturité suffisant, on va travailler ensemble pour la faire monter en maturité, la tester sur des trains existants, c'est ce qu'on a fait en phase 1, et puis finalement, derrière, dire, allez, banco, on y va ensemble. Et à la fin de la phase 1, si on fait la démonstration que l'on a atteint tous les objectifs d'innovation, le partenariat d'innovation permet de commander les rames. Et c'est ce qui s'est passé pour TGVM en 2018. Donc là, on a changé la méthode, maintenant il fallait changer l'état d'esprit. Changer l'état d'esprit, ça a été assez simple. On s'est dit, finalement, on va mettre tout le monde aujourd'hui, que ce soit chez le constructeur ou à la SNCF, il y a plein d'acteurs qui entrent en jeu dans un projet. On a dit, pour gagner du temps, pour vraiment se stimuler, on va tous les regrouper sur un plateau. Constructeurs et exploitants. On s'est retrouvés sur un plateau proche de Montparnasse. On s'est doté d'un budget, on a fonctionné en mode start-up, c'est-à-dire qu'on avait toutes les personnes nécessaires pour prendre toutes les décisions. Et on avait le budget pour développer, pour monter en maturité nos innovations. Et voilà, donc tous les services nécessaires à la décision étaient présents. Et ça, c'est très important, ça fait gagner du temps. Et enfin, là, je vais vous décrire les objectifs d'innovation. Donc, il y en a 8 principaux. Donc, l'objectif, le premier, c'est pour se démarquer des autres constructeurs, c'était de réduire le coût des TGV, le coût d'acquisition de 20%. Deuxième objectif, réduire le coût de maintenance de moins 30%. Pour cela, troisième objectif, c'est finalement s'inspirer de ce qui se fait dans l'aviation et de doter le train de plein de capteurs pour passer d'une maintenance préventive. Une maintenance préventive, c'est quoi? C'est je sais que mon moteur il dure 8 ans. Au bout de 8 ans, je le dépose, je change les pièces qui sont usées et je le remets en service. Là, on passe de cette maintenance préventive à une maintenance prédictive. C'est-à-dire que le moteur, on sait qu'il va durer 8 ans, mais peut-être qu'il va durer 9 ans, 10 ans. Donc je lui mets les capteurs suffisants qui vont être capables de dire mon moteur, les pièces, elles ne sont pas usées, il peut continuer à rouler. Et on va pousser le potentiel au maximum. Ça s'appelle le télédiagnostic. Donc le train, avec les outils digitaux, est bardé d'électronique, de capteurs partout, qui surveillent et qui donnent des informations en temps réel au sol en disant mon train, voilà dans son état sanitaire, dans quel état il roule, et les pièces qui commencent à donner des signes de faiblesse. Et donc c'est ce qui se passe dans l'aviation, où ils sont en vol, et quand l'avion atterrit, ils ont pu préparer les pièces qui étaient à remplacer parce que ces capteurs ont donné les informations. Quatrième objectif, et qui est très important avec toutes nos problématiques de réchauffement climatique, c'est le transport ferroviaire reste et est très loin devant d'un point de vue transport de voyageurs, d'un point de vue écologique. Et on s'est dit qu'il faut encore qu'on franchisse une étape. Donc on s'est donné un objectif ambitieux de réduire de 20% la consommation d'énergie du TGVM par rapport au TGV duplex.
5e objectif d'innovation, augmenter la capacité. À iso-confort, c'est-à-dire que ce n'est pas augmenter la capacité en réduisant le confort, c'est en proposant un confort identique, voire supérieur, avec des nouveaux services. Donc ce nouveau TGV va être capable de transporter 600 personnes. Un TGV duplex, c'est 507 personnes. Un TGV Océane, c'est 556. Donc on franchit un cap. Et une version Ouigo qui pourra aller jusqu'à 740 personnes. La modularité, ça c'était un point faible que je vous ai expliqué tout à l'heure. Nos TGV, ils ne savent pas s'adapter au marché. Il faut qu'ils puissent s'adapter rapidement. Il faut que si jamais il y a moins de voyageurs en première classe, il faut qu'on puisse transformer des salles rapidement en seconde classe. J'ai les vacances d'hiver, il faut que je puisse mettre des cases à bagages supplémentaires très rapidement, etc. Et on a travaillé la modularité pour tout, y compris pour les équipements techniques. Cette rame-là, aujourd'hui, les premières commandes, c'est pour des circulations nationales en France. Mais on sait très bien que très rapidement, il faudra aller à l'international. Tout est prévu, il y a les emplacements, il suffit d'ajouter les blocs technologiques qui vont permettre d'aller dans les différents pays. Ils sont prévus, il y a l'emplacement, il y a les câbles, il n'y a plus qu'à les mettre. Un autre objectif, c'était être à la pointe au niveau connectivité pour proposer les services aux clients, avoir le plus haut débit, Internet à bord, etc. Et puis enfin, ça c'est un fondamental, c'est-à-dire que celui-là, il fallait, voilà, on n'avait pas le droit de dégrader la sécurité et il fallait qu'on augmente en fiabilité. On veut le train le plus fiable possible pour assurer un temps de parcours garanti aux voyageurs. Et donc, avec toutes ces nouvelles méthodes, en phase 1, on a managé l'innovation. Donc l'innovation, elle est venue de quoi? Elle est venue chez le constructeur Alstom, mais de la SNCF. Ça fait 40 ans qu'on a des TGV, on connaît leurs points faibles, on connaît leurs points forts. On a fait Sorex et on a dit quelles sont les innovations qu'il faudrait qu'on mette dans le train pour atteindre tous ces objectifs. Dans la phase 1, entre 2015 et 2016, on a eu une phase de divergence. Donc on a collecté toutes ces innovations, toutes ces améliorations, même parfois farfelues, qu'il faudrait implanter. Et puis, une phase de convergence où on a dit on a monté en maturité les innovations qui nous paraissaient super intéressantes pour atteindre les objectifs, mais par contre maintenant il faut construire le train, il faut les sélectionner. Et donc le résultat, c'est qu'il y a eu plus de 1100 innovations qui ont été instruites, qu'on a regardées, qu'on a déterminées, qu'on a notées. Et pendant la phase de convergence, c'est 400 innovations qui ont été retenues au final et qui ont intégré le TGVM. Et je repasse la parole à Florence. Merci David. Donc là, je vais venir sur un sujet que tu viens d'aborder justement sur la modularité, qui est un gros avantage technique, mais un gros avantage pour les clients également. Donc, on l'appelait à mon temps aussi le train Lego. Les trains actuellement, on ne peut absolument pas modifier l'ordre des voitures ou enlever le bar et le remplacer par autre chose. Et là, ce train, ça sera possible. Une illustration, c'est ceci. Là, vous voyez, on peut changer le positionnement des voitures selon les couleurs. Vous voyez qu'elles ont changé de sens. Vous voyez aussi que le nombre de voitures peut évoluer. Donc c'est une rame non cyclable de base, mais là qui peut être, moyennant un passage au technicentre, qui peut être modifié. On peut changer l'ordre des voitures, on peut aussi enlever des voitures si on souhaite avoir un train plus court ou moins capacitaire. C'est possible aussi. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Également, on peut donc l'ajuster à la commande, bien sûr. Donc là, on en a commandé. Ce qu'on a commandé, c'est des trains de 9 voitures, parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une capacité et beaucoup de souplesse. On peut aussi changer leur capacité au cours de vie de la rame. Donc, c'est-à-dire que si, dans les 30 ans de vie de cette rame, parce que quand même on les conçoit pour durer 30 ans, on souhaite avoir un jour des rames plus courtes ou changer le bar de place, eh bien, ça sera possible. On peut changer aussi au niveau de la voiture elle-même. Donc là, on voit une illustration. Première, en bleu, c'est la seconde classe. En rouge, c'est la première classe. On peut changer indifféremment, première, seconde et inversement, comme on le souhaite. C'est-à-dire que quand on part avec un diagramme de base pour le vendre, ce n'est pas un diagramme qui va durer 15 ans, comme c'est le cas actuellement, jusqu'à l'opération mi-vie. C'est un diagramme qui peut encore évoluer d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Ça, c'est à nous d'en juger, parce qu'on peut changer les aménagements. Et pas seulement première, seconde, on peut aussi changer les équipements eux-mêmes. C'est-à-dire que si on souhaite ajouter des cases à bagages, les remplacer par des sièges ou inversement, on pourra le faire. Pareil pour les espaces vélos,
On pourra en mettre autant qu'on souhaite. Alors bien sûr, il faut un minimum de capacité aussi d'emport des clients, mais ils auront les mêmes fixations. En fait, la clé, c'est d'avoir quelque chose qui s'adapte à tout. C'est les mêmes points de fixation. C'est comme des Legos, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que soit je mets un Lego rouge ou un Lego jaune, ça ne changera rien, c'est la même fixation. Et bien là, que je mette un siège première ou un siège seconde ou une case à bagages ou une table vis-à-vis ou un espace vélo, c'est le même embranchement. Donc c'est cette souplesse-là qui est vraiment un atout très fort vis-à-vis des autres marchés et de l'évolution des marchés, c'est qu'en 1 jour, 2 jours max, on pourra changer le diagramme de la rame. Conçu pour mieux accueillir nos clients UFR. UFR, c'est utilisateur de fauteuils roulants. Là, c'était une expérience vraiment qui nous a profité à tous, Alstom, SNCF, et aussi une expérience humaine très intéressante, parce qu'on a travaillé directement avec les différentes associations d'utilisateurs de fauteuils roulants qui ont vraiment joué le jeu. On les a impliqués dès 2016-2017, et on les a invités sur le plateau. Ils nous ont expliqué leurs demandes. Alors, il y avait des demandes assez exigeantes. Donc on les a pris en compte totalement. On a vraiment fait tout le chemin avec eux. On a dit, OK, vous voulez pouvoir accéder au bar, par exemple, au bar au premier étage. Ça va être un peu compliqué, mais pourquoi pas, on va imaginer peut-être un ascenseur, ok. Mais si vous arrivez au bar, qu'est-ce qui se passe en fait, une fois là-bas? Donc on les a amenés sur la rame Océane, une rame qui était en réception. Avec l'aide des pompiers, on a pu monter dans le bar. Ils ont vécu justement un chemin, on a fait un parcours de 2 heures ensemble. Il n'y avait pas d'autres clients, il y avait juste eux et nous. Et ils ont évolué dans ce bar-là, qui est, vous savez, plutôt vide, hein. Il y a quelques banquettes, mais c'est tout. Et on a freiné, on a demandé à l'agent de conduite de freiner, de faire quelques mouvements. Et donc ils se sont rendus compte là que c'était potentiellement dangereux en fait de voyager dans ce train quand il n'y avait rien où s'accrocher. Et que éventuellement lors d'un freinage un peu fort, ils pouvaient peut-être bousculer un client qui lui était juste debout à côté d'eux. Donc ils se sont rendus compte que c'était peut-être un peu risqué. Donc on a opté finalement pour laisser tomber l'histoire de l'ascenseur. En plus, ça pouvait ne pas être fiable, un ascenseur qui monte un étage dans un train mouvant. Donc on est venu d'accord ensemble sur le fait que la restauration viendrait à eux. Les autres éléments qui étaient vraiment super importants pour eux, c'est l'accessibilité en toute autonomie. Ce n'est pas le cas actuellement. Hein. Si vous l'avez déjà vu, il faut que quelqu'un les aide à monter à bord, actionne un ascenseur avec une manipulation assez particulière, c'est le chef de bord qui le fait. Et ensuite, l'UFR peut monter à bord, mais personne d'autre parce qu'il y a une hauteur de plafond trop basse. Donc là, ça ne sera pas le cas, et je vais vous montrer ça dans un mini-film. Pareil, on a travaillé sur les aménagements globaux et les toilettes, bien sûr, parce que là, pour nous, c'est un gros sujet. Pour eux, c'est encore plus un gros sujet. Donc on a fait vraiment... même les Suisses sont jaloux de nous, et pourtant les Suisses sont à la pointe de ce domaine-là. Donc on vous montrera plus tard. Et là, tout de suite, ce que je vais vous montrer, c'est le film qui illustre l'accès en toute autonomie à bord de cette rame des utilisateurs de fauteuils roulants. Et ici, pardon, je précise, l'illustration, c'est, on leur a montré, la méthode de travail qu'on a utilisée avec eux, c'était assez innovant aussi, comme tu en parlais auparavant. On les a impliqués totalement avec des maquettes échalunes, un peu comme vous voyez là, c'est une maquette échalune, et aussi avec de la réalité virtuelle, qui nous permet en fait c'est pas le summum, mais ça nous permet de débroussailler un peu avant d'arriver à la maquette échalune. Donc là, vous voyez quelqu'un qui manœuvre avec le casque. En mini-film, normalement, si je... Donc là, vous voyez, il y a un ascenseur, mais alors, ce n'est pas un ascenseur pour monter d'un étage à l'autre, c'est juste pour faire 2-3 marches d'entrée que vous vivez, vous aussi, quand on descend dans la salle basse d'une voiture duplex. Donc, il a actionné le bouton à l'extérieur, l'ascenseur s'est mis dans la bonne position, il s'est tourné dans le bon sens. Maintenant, l'utilisateur de fauteuil roulant peut se positionner directement sur la plateforme. Ensuite, il actionne le bouton qui fait pivoter automatiquement l'ascenseur dans le bon sens pour accéder ensuite à la salle voyageur. Et il descend au bon étage, tout doucement, et ensuite les portes s'ouvrent automatiquement, et lui, il accède à sa place. Et là, vous allez constater... Alors, les aménagements, c'est pas ça, bien entendu, c'est juste pour illustrer le principe. Mais en revanche, ce qui est très juste, c'est qu'il a la place pour 5 utilisateurs de fauteuils roulants. Donc, c'est le premier train dans lequel on pourra accueillir, grande vitesse, dans lequel on pourra accueillir autant de fauteuils roulants. Et ça, c'est vraiment un gain. C'est un énorme travail qu'on a fait tous ensemble. Et franchement, c'est une belle victoire, à la fois pour nous, SNCF et Alstom. Alors, je crois qu'il faut que je fasse ça. Voilà.
Je rends la parole à... Je te rends la parole. Donc, vous avez vu un ascenseur. Florence a oublié de préciser que pour combler l'espace entre le quai et le train, il y a une plateforme mobile qui va venir en contact avec le quai pour permettre vraiment un accès en pleine autonomie. Donc un TGV plus capacitaire, c'est comment on s'est débrouillé pour, sans dégrader le confort, c'est-à-dire l'espace entre les sièges, comment on a pu proposer plus de capacité. Les avancées technologiques ont permis, le TGV duplex a été construit en 1995, refaire une motrice avec les nouvelles technologies aujourd'hui, ça permet de compacter la technologie, les équipements techniques. Et donc, on a aujourd'hui sur un TGV duplex, on a des motrices qui font 22 mètres, qui sont pleines de technologie, et sous la voiture bar, il y a le niveau supérieur, c'est le bar, mais en dessous, c'est des équipements techniques aussi pour alimenter les climatisations et tout le confort voyageur. Tous ces équipements, grâce aux avancées technologiques, on a pu les intégrer dans une motrice plus courte de 4 mètres. Donc aujourd'hui, on est passé de 2 motrices de 22 mètres à 2 motrices de 18 mètres. Ça a permis de gagner 8 mètres. Et ça nous a permis d'intégrer une voiture supplémentaire. Donc nos tronçons TGV duplex sont 8 voitures. On les a raccourcis chacune d'1 mètre. Donc ça a permis de gagner 8 mètres. Plus 8 mètres des motrices gagnées, ça a permis d'introduire un 9e véhicule. Ce qui est important parce qu'on augmente la capacité. Et pour garder des temps de flux avec le quai, d'introduire une voiture supplémentaire, ça a permis d'introduire des portes supplémentaires, des portes d'accès, etc., des toilettes supplémentaires. Donc le 9e véhicule était très important. Et donc on a gagné 10% grâce à le fait de comprimer la technologie, de la compacter. On a gagné 10% de surface supplémentaire pour le voyageur. Et c'est comme ça qu'on a réussi à gagner ce défi de la capacité. Et aujourd'hui, TGVM a vraiment pris une longueur d'avance par rapport à la concurrence. Donc aujourd'hui, TGV 2020, TGVM, c'est 600 places en version Inouï, donc avec 20% de sièges première classe. C'est 740 places en version tout seconde, Ouigo. La référence à la SNCF, c'est le dernier TGV, TGV Océane, c'était 556 places en version Inouï. Le TGV Ouigo, c'est 637 places. C'est juste pour vous donner les ordres de grandeur du saut de performance. Maintenant, on parle de la concurrence. Le Termil, le train à grande vitesse italien, qui va bientôt venir à Paris, lui, c'est 500 places. Donc c'est 100 places de moins avec un ratio 20% de première comme le TGVM. Le TGV espagnol, donc c'est 550 places. Alors eux, c'est un concept qui est complètement différent et on peut pas. Alors ils sont à 550 places, mais ils ne sont pas sur le même niveau de confort puisque c'est sur chaque ligne, c'est 5 sièges, c'est 5 places assises, c'est 3 places assises et un couloir et 2 places assises. Donc on n'est pas tout à fait sur le même niveau de confort. Et enfin, le train que vous connaissez qui vient déjà en France, c'est le Velaro. Et donc lui, on est sur un train un niveau, sur des concepts un niveau, et donc là on est sur une capacité de 480 places. Donc on a vraiment un saut de performance et une longueur d'avance par rapport à tous les matériels concurrents en Europe. Un point très important dans le monde d'aujourd'hui, avec les défis climatiques qui sont devant nous, c'est qu'il fallait absolument faire un TGV plus écologique. Et donc, je vais illustrer, vous allez voir tout ce qu'on a fait pour consommer moins d'énergie. Donc aujourd'hui, on a intégré plein d'innovations. Ce qui nous a permis de gagner le plus, c'est l'évolution de l'aérodynamisme du train. Ça correspond aux 2/3 du gain. Les 33% qui restent, on les a gagnés sur l'isolation thermique, sur des performances de clim, des rendements des convertisseurs, etc. Mais l'aérodynamique, c'est quand même l'axe principal. Et donc, on a tout retravaillé, l'aérodynamisme de ce train. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait. Donc, vous avez l'illustration derrière la motrice. Donc, on a travaillé par rapport aux anciens TGV, on a caréné le premier bogie. Donc, ça, c'est très, très important. On a mis des carénages un peu partout sous le train pour faciliter le flux d'air, pour éviter les perturbations.
Le profil avant, alors là, on l'a vraiment travaillé en soufflerie, sur les outils de simulation, c'est le maximum de compromis. Alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions quand j'animais le stand, c'est mais pourquoi vous n'avez pas fait un nez beaucoup plus long comme les trains japonais? C'est vrai qu'ils ont des nez beaucoup plus longs. Mais parce que nous, en Europe, nos longueurs de quai font que la longueur d'un TGV, d'un train à grande vitesse, ne peut pas dépasser 200 mètres. Donc si je mets 15 mètres de nez, bah, c'est 15 mètres de moins pour les voyageurs. Donc du coup, il faut trouver le juste compromis. Donc on a quand même allongé le nez par rapport à nos anciens TGV, il fait 1,50 m de plus. Mais voilà, on a trouvé le bon compromis et on a travaillé la forme la plus performante pour atteindre ces objectifs d'amélioration aérodynamique. Sur le pantographe, c'est pareil, on a travaillé la toiture pour caréner au maximum pour éviter les effets de perturbation. On a travaillé le raccordement entre la motrice et la première voiture voyageur pour faciliter le flux d'air. On a travaillé la zone au niveau des bogies pour éviter les perturbations. Enfin, c'est tous les aspects du train qu'on a travaillé. Au niveau des suspensions, tous les équipements qui dépassaient sur les anciens TGV, donc les suspensions, les amortisseurs, on les a tous compactés pour qu'il n'y ait plus rien qui dépasse. Quand vous regarderez le TGVM de devant, il n'y a pas une pièce qui dépasse. C'est tout aligné dans le mètre couple. Et grâce à tout ça, aujourd'hui, on peut afficher un bilan que l'on essaye encore d'améliorer, parce qu'on intègre encore des améliorations pour les économies d'énergie dans ce TGV. Donc on est aujourd'hui à moins 22% par rapport à un TGV Euroduplex. Comme on transporte plus de voyageurs en consommant moins d'énergie, en mutualisant les deux, c'est entre 32 et presque 40% d'émissions de CO2 en moins par voyageur, par place assise. Il faut quand même savoir que le train est déjà nettement en avance, hein, c'est 8 fois moins d'émissions qu'une voiture et c'est 30 fois moins que l'avion. Et bien ce TGVM, il va encore prendre une longueur d'avance par rapport à ces transporteurs concurrents. Et enfin, c'est utiliser le maximum de matériaux recyclables. Donc là, l'objectif, et on y est, c'est 97% de matériaux recyclables sur le TGVM. Et donc grâce à toutes ces innovations, aujourd'hui, on peut dire que ce TGV a le bilan écologique le plus favorable de tous les trains à grande vitesse européens, voire mondial. Merci. Et si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Ouais. Alors, il n'y a pas de micro, il ne faut pas hésiter. Si vous voulez parler d'un sujet particulier du train, des choses que l'on n'a pas abordées, des innovations, on ne pourra peut-être pas tout vous dire parce qu'il y a des choses qui sont encore secrètes. Mais n'hésitez pas, c'est le moment. On a tous les éléments pour vous répondre, je pense. Non. Alors justement non. Non. Parce que la réglementation a évolué, c'est-à-dire que nos anciens TGV, la réglementation européenne autorisait 18,5 tonnes à l'essieu, et la nouvelle réglementation autorise 17 tonnes. Donc c'était aussi un des facteurs d'ajouter un bogie, c'était de permettre finalement de compenser. Mais ce TGV-là, pour comparer, pour vous donner des chiffres très concrètement, un TGV Océane, c'est 456 tonnes, un TGVM, c'est 456 tonnes. On a réussi à faire, en comptant les voyageurs, hein. Donc on a réussi à faire le même poids de train avec 50 personnes supplémentaires. Donc non, on a vraiment travaillé ce sujet-là. Allez-y, hein. N'hésitez pas. Oui. Oui. Alors aujourd'hui, oui, ce qui permet de gagner beaucoup de place, c'est déjà c'est toute la partie appareillage électronique. Les contacteurs aujourd'hui, beaucoup sont informatisés. C'est-à-dire qu'on a transformé énormément de contrôle-commande, de contacteurs par du logiciel. Donc ça, c'est une première piste. Et puis après, les semi-conducteurs de dernière génération permettent de passer de piloter des courants forts avec des places beaucoup plus faibles. Donc aujourd'hui, nos blocs moteurs, ils ont réduit en volume grâce à des avancées technologiques.
Voilà. Donc c'est le composant lui-même qui permet donc la numérisation, beaucoup de logiciels dans ce train, et des composants électroniques et électrotechniques qui ont fortement réduit. Et aussi, on a simplifié l'architecture électrique de ce train pour vraiment se concentrer sur l'essentiel. Voilà. C'est un transformateur. On a simplifié. Si vous, là, il faudrait vraiment rentrer dans le détail. Mais oui, le transformateur est un peu plus petit, mais après, c'est pas sur cet équipement-là qu'on a gagné beaucoup de place. Par contre, dans nos TGV actuels, il est dans la motrice. Sur TGV M, il sera sous la motrice. Voilà. Donc, ce qui est favorable aussi pour le centre de gravité. Alors non, alors c'est une très très bonne question. Donc justement, c'était un des objectifs d'innovation. Je ne les ai pas tous présentés, hein. J'ai donné ceux vraiment de la SNCF, mais un objectif d'innovation de ce projet, c'était qu'il soit capable d'être exportable. C'est-à-dire que le reproche que l'on a fait au TGV, c'est souvent c'est qu'il était trop SNCF. Et donc Alstom avait du mal à l'exporter parce qu'il avait trop l'image, il répondait trop aux besoins SNCF. Donc il a fallu justement travailler sur ce sujet-là. Donc effectivement, aujourd'hui, les innovations technologiques sont propriété Alstom. Par contre, certaines innovations, certains brevets sont SNCF, donc ils ont des licences, mais voilà, elles nous appartiennent aussi. Donc sur certains aspects du train, Alstom, il ne peut pas les vendre. Certaines fonctionnalités du train, il ne peut pas les vendre à des concurrents directs. Alors on parle surtout des aménagements intérieurs, comme le disait Franck, l'image de la SNCF. Donc voilà, ces aspects-là, certaines zones du train ne peuvent pas être vendues telles quelles à des concurrents. Mais le tube technique en lui-même, oui, par contre. Et c'est un autre avantage aussi, hein. Plus Alstom vendra des trains, moins on les paiera cher, nous SNCF. Donc voilà, faut trouver le juste compromis. C'est pas toujours facile. Ouais, alors c'était une question. Un TGV à motorisation répartie, un TGV duplex à motorisation répartie, c'est la question. Alors comme vous l'avez dit, ça s'adapte très bien sur un TGV un niveau, un train à un niveau. Pourquoi? Parce que finalement, une salle voyageur, ça doit faire au minimum 2 mètres de haut. Aujourd'hui, sur l'infrastructure, on a un gabarit qui est défini par les ouvrages d'art, les tunnels principalement, mais pas que, l'entraxe entre les voies, tout ça. Donc on ne peut pas augmenter la taille d'un train comme on veut. Elle est contrainte par l'infrastructure. Donc un TGV, pour faire simple, on a un peu plus de 4,50 m de hauteur. Donc ça veut dire que sur un TGV de niveau, 4,50 m, si on prend le bogie et on se laisse un petit espace par rapport au rail, on fait 2 salles voyageurs de 2 mètres, et donc il n'y a plus de place pour mettre des équipements. Donc si on veut mettre des équipements au milieu du train, ça veut dire que c'est des salles voyageurs qu'on ne peut pas faire. Et finalement, quand on a fait toutes ces études, on s'est dit, pour un train à niveau, c'est vrai que la motorisation répartie, c'est une bonne alternative. Pour un train de niveau, le concept TGV, c'est-à-dire une motrice, concentrer tous les équipements techniques dans les motrices, ça reste la meilleure alternative. Et pour le client, c'est ce qui offre le meilleur confort, parce que la motorisation qui fait du bruit, elle est loin du voyageur. Donc voilà le choix. Mais ça a été des études complexes, hein. On a fait énormément d'études, on a fait des modèles économiques, techniques, etc. C'était vraiment le meilleur compromis. Donc c'est pour ça, finalement, l'architecture de notre TGV Sud-Est qui a 40 ans, elle reste vraiment en pleine actualité. C'est le meilleur compromis que l'on a trouvé. Et d'ailleurs, ça se traduit par les chiffres, hein. Finalement, on arrive à faire mieux que tous les autres trains avec ce concept. Donc on le préserve. En fait, eux seront installés en salle basse, parce qu'on a vu qu'ils ne pouvaient pas avoir un ascenseur qui les montait au premier étage. Et la restauration, elle sera ailleurs, pas dans leur voiture, mais on viendra leur servir. En fait, ils pourront commander depuis leur place et on viendra leur apporter ce qu'ils auront commandé. C'est ce qu'on a convenu avec eux. Et la deuxième question? Alors, la ligne, on n'est pas encore 100% sûr. On verra aussi en fonction de la concurrence. Et ce sera un endroit où ils seront largement exposés au moment des Jeux Olympiques, parce qu'on a l'intention de les sortir pour les Jeux Olympiques. N'hésitez pas.
Alors, bonne question. Moi, je vais répondre pour l'intérieur, tu vas répondre pour l'extérieur. À l'intérieur, oui, voilà, on vous a un peu embêté. Hein, nous, on a embêté les ingénieurs sur ce point-là, parce que le gros point noir qui revenait de la part de nos clients, c'est le bruit sur les plateformes. C'est peut-être de ça dont vous parlez, en général. Alors, la clim fait un peu de bruit, oui. Alors la clim, elle est totalement modifiée, donc on pourra en parler aussi. Donc elle sera vraiment réglée en fonction du nombre de personnes qu'il y aura à bord et l'intensité pourra être plus variable. Donc ça, c'est un point. Et globalement, dans les salles voyageurs, normalement, honnêtement, il y a peu de bruit. En revanche, sur les plateformes, c'est vrai qu'il nous est remonté le fait que c'est assez bruyant, que pour aller téléphoner sur les plateformes, c'est un peu embêtant. Et c'est pas forcément très confortable. Donc ça, c'est un gros point sur lequel on a essayé de travailler, à la fois sur la plateforme salle basse, qui est celle qui est le plus proche du rail, et puis la plateforme salle haute. Donc il y a les portes d'accès elles-mêmes qui sont un peu plus isolantes du bruit. Donc en bas, normalement, il y aura moins de bruit. Et en haut, il y a eu toute une étude qui a été faite sur nos rames actuelles pour essayer d'identifier d'où venaient les différents bruits, parce qu'en fait, les sources sont multiples. Et à partir de cette étude-là, on a su identifier comment améliorer l'isolation pour que ces bruits ne remontent pas sur cette plateforme-là. Donc oui, on a essayé de minimiser au maximum les bruits qu'il y a sur ces espaces communs, et aussi en ajoutant une porte. Enfin, on a joué sur plusieurs niveaux pour que vous puissiez justement profiter de tous ces espaces. Comme je disais tout à l'heure, l'objectif dans le train, c'est pas seulement de rester à sa place, mais c'est aussi de profiter de tout l'environnement autour de vous, les plateformes, le bar, etc. Et pour les bruits extérieurs, je vais laisser David répondre. Oui, c'est très très compliqué de travailler sur le bruit, parce que sur un TGV, il y a comment dire, le bruit est véhiculé par deux modes. Donc le bruit aérolique, à grande vitesse, c'est celui qui fait le plus de bruit, hein, c'est le frottement de l'air sur la paroi. Et il y a le bruit de roulement, et donc qui par le bogie et les suspensions remonte à l'intérieur, et qui vient effectivement, c'est surtout lui qui vient dégrader le niveau sonore dans les plateformes. Donc comme l'a dit Florence, on a beaucoup travaillé sur l'isolation. Il faut savoir quand même que quand vous êtes dans une salle voyageur, entre le plafond et l'extérieur, il n'y a que quelques centimètres, hein, c'est 4 centimètres. Donc on ne peut pas mettre non plus 20 centimètres d'isolant. Hein, donc voilà, on est sur des matériaux très conséquents. À l'extérieur, évidemment, on a travaillé pour réduire les bruits au maximum. Donc une innovation, la forme des roues est différente sur ce TGV. Et la forme des roues qui va être utilisée génère moins de bruit. Le fait d'avoir fait des améliorations aérodynamiques va aussi, l'aérodynamisme, le coefficient de pénétration dans l'air de ce TGV, le fait qu'il génère moins de perturbations, fait qu'il va générer moins de bruit. Donc oui, c'est un train qui fera moins de bruit. On a aussi travaillé sur la ventilation pour essayer de la limiter au maximum. Parce que les ventilateurs, surtout quand ils sont à l'arrêt la nuit stationnés, c'est ces générateurs de bruit pour les riverains qui dorment, puisque nos trains sont stationnés dans des zones urbaines. Voilà. Donc on a vraiment travaillé tout ça. Et donc la nuit, ce TGV-là, même si vous le laissez sous tension, il fera vraiment très très peu de bruit. On est sur des niveaux sonores qui n'ont rien à voir avec les trains existants. On parle de presque 20 dB de gagné. Hein. Donc c'est énorme. Donc oui, il y a eu un gros travail sur ce sujet-là. Oui. Alors l'enveloppe, si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, on est contraint par le gabarit de l'infrastructure, et nous, on veut offrir le maximum de place aux voyageurs. Donc on prend tout le gabarit qu'on nous permet. Si un jour l'infrastructure nous permet d'agrandir encore ce qu'on peut proposer aux voyageurs, on le fera. Donc voilà. Là, on ne vient pas rogner là-dessus, on prend tout ce qu'on nous offre. Et si un jour on peut faire un TGV à 3 étages, on le fera. Moi, je peux vous le garantir. La largeur, on prend la pleine largeur. Après, c'est la longueur. Dans un gabarit, c'est l'inscription en courbe. Donc, les études gabarit, c'est une science très très complexe. Avec il faut prendre en compte tous les jeux de suspension, les tolérances de caisse, etc. Mais voilà, on prend vraiment le maximum de largeur que l'on peut. Donc, plus on fait des voitures qui sont longues, c'est-à-dire que plus on éloigne les bogies les uns des autres, moins la rame sera large. Donc nous, le fait d'avoir raccourci les voitures d'1 mètre, ça nous a permis d'un petit peu augmenter la largeur et de proposer un petit peu plus de confort pour les voyageurs. Oui. Alors justement, là, c'est ce que Florent disait, je vais te laisser répondre, on ne peut pas en parler, mais je vais la laisser répondre à cette question piège.
Pas sympa. En fait, le bar, on l'a, comme disait David, en fait, le principe, c'est, on a effectivement, enfin, grâce aux ingénieurs, ils ont supprimé tous les équipements qu'il y avait sous le bar actuel. Donc, il y a du vide. Donc, en fait, le principe, c'est, on a repris les voitures voyageurs et on a transformé une voiture voyageur en voiture bar. Donc, du coup, vous imaginez bien que pour standardiser les différentes caisses, parce que l'objectif aussi de ce train pour réduire le coût, c'est de standardiser les différentes pièces, eh bien, on utilise l'espace voyageur pour un bar. Après, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, mais je ne peux pas vous en dire plus, en revanche, sur les aménagements. Ce qu'on peut juste dire, c'est que la voiture bar propose 2 espaces voyageurs en salle haute et en salle basse. Plus de questions ? Eh bien, merci à vous de votre attention.